Bonjour et bienvenue à ce réveil de l'ORAV. Je suis Oriane Barraud-Brousse. Je travaille à l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse. On est ensemble jusqu'à 9h30 à peu près pour ce petit webinaire du matin. Centré sur HIT, qui est en fait un outil innovant au service d'un urbanisme favorable à la santé. Nous allons voir comment. Alors, ce réveil de l'ORAV s'inscrit dans une démarche vraiment de sensibilisation aux enjeux de la santé en ville. Nous avons fait précédemment un webinaire le 27 janvier dernier sur la santé, une question d'urbanisme avec le soutien de l'Agence régionale de santé. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le replay de ce webinaire sur notre site internet. Et l'objet de ce matin, c'est aussi de vouloir faire connaître et valoriser des outils innovants à mettre au service des collectivités. Donc, nous sommes accompagnés de notre expert, Monsieur Ben Kaiser, qui est professeur-chercheur aux universités de Lausanne et de Genève, et qui est également l'ancien directeur de l'Institut des sciences du mouvement et de la médecine du sport à Genève. Merci, Monsieur Kaiser, d'être présent avec nous et de nous faire l'honneur de cette présentation. Un petit rappel sur le déroulement du webinaire. Donc, sachez qu'il est enregistré. Donc, bien sûr, si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous pouvez tout à fait couper votre caméra. Il n'y a aucun souci. Les micros sont coupés d'entrée de jeu. Donc, je vous remercie de bien vouloir les garder coupés pour l'instant. Vous pouvez tout à fait poser vos questions directement dans le chat. Nous veillerons à y répondre du mieux que nous pouvons et le plus rapidement possible, à savoir qu'il y aura de toute manière un temps d'échange prévu à la fin de cette présentation. Donc, tout de suite, pour introduire ce sujet, une définition de l'OMS sur qu'est-ce que finalement un urbanisme pour la santé. Alors, c'est avant tout un urbanisme pour les habitants, qui finalement met en valeur l'idée que la ville, ce n'est pas simplement des constructions, des bâtiments, des espaces publics ou des rues, c'est avant tout un organisme qui vit, qui respire et que finalement son état de santé en tant qu'habitant est très étroitement lié à celui des autres habitants. Donc vraiment, penser cet urbanisme comme un écosystème. Pour pouvoir favoriser cet urbanisme, on peut s'appuyer sur 7 axes d'action définis par l'OMS. Donc, par exemple, le souhait de vouloir réduire les polluants et les nuisances, donc pollution atmosphérique et aussi les nuisances sonores ou la pollution lumineuse. C'est aussi pouvoir promouvoir les comportements de vie sains avec une bonne alimentation, de l'activité physique, de pouvoir contribuer à changer le cadre de vie, justement, pour favoriser ces activités physiques, mais aussi voilà, les balades, les promenades, voilà, le mouvement, finalement, dans un cadre qualitatif et sécurisé. Pouvoir penser aussi un projet adaptable qui prenne en compte, dès la conception du projet, de l'évolution des comportements et des modes de vie. C'est aussi pouvoir identifier et réduire les inégalités de santé en faisant la promotion justement de la proximité des soins. C'est aussi mettre en place des stratégies favorisant l'intersectorialité et l'implication de l'ensemble des acteurs, vraiment lier étroitement les différents experts entre eux, et soulever et gérer autant que possible les antagonismes et les possibles synergies entre les différentes politiques publiques. Donc, comment faire pour mettre en œuvre cet urbanisme favorable à la santé? Quels sont finalement les outils dont on dispose? Donc, l'idée, c'est vraiment d'aborder la santé de manière transversale dans l'aménagement et dans l'urbanisme. Donc, on parlait de cet écosystème. Donc, effectivement, c'est de pouvoir voilà, promouvoir un environnement sain, pouvoir se ressourcer, pouvoir se déplacer. C'est aussi pouvoir avoir un habitat digne, où on peut se chauffer, se rafraîchir et entre les habitats, pouvoir créer des espaces de vie commune, de sociabilité. C'est aussi pouvoir se soigner, se nourrir, s'hydrater et irriguer,
mais aussi avoir le sentiment de sécurité et de pouvoir bien respirer. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur la thématique de se déplacer. Aujourd'hui, on peut promouvoir les mobilités actives, les mobilités au quotidien, en fait, pour favoriser une meilleure santé. Donc, on va pouvoir, que ce soit la marche, le vélo, la trottinette, mettre en œuvre des actions qui favorisent ces déplacements. On peut le faire notamment au travers des plans de mobilité, les fameux PDM, mais aussi à travers le PLU en développant des OAP spécifiques et enfin en développant des plans d'action pour les mobilités actives, les PAMA. L'idée, bien sûr, c'est de promouvoir toutes ces mobilités en limitant l'exposition à la pollution atmosphérique et à la pollution sonore et dans un contexte, bien sûr, où on va limiter l'étalement urbain. Donc, comment cela se traduit dans les documents de planification? Donc, par exemple, dans le PLU, on peut introduire un changement de paradigme où on va finalement, au lieu d'avoir des itinéraires directs pour la voiture et discontinus pour les modes actifs, on va inverser, en fait, on va contraindre davantage la voiture au profit d'itinéraires plus directs et plus sécurisés pour la marche et le vélo. On peut aussi définir dans des opérations d'aménagement le souhait de créer des perméabilités entre les quartiers pour les modes actifs. Et également, ces itinéraires, on peut les définir à l'échelle d'une commune avec des liens donc à l'intérieur de cette commune, mais aussi en dehors de cette commune sur les schémas, sur les itinéraires vélos départementaux pour favoriser les déplacements intercommunes. En termes d'aménagement, on peut aussi favoriser et faciliter les modes actifs en leur donnant plus d'espace, plus de confort, plus d'attractivité, notamment avec des éléments paysagers, et en reléguant finalement la place de la voiture au second plan. Voilà, alors maintenant, on va parler de notre cœur de sujet, donc la présentation de l'outil HIT. Donc, je vais laisser la main à Monsieur Kaiser. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous voyez à l'écran la première diapositive de ma présentation. C'est bon, très bien. Alors d'abord, merci à Laurave et Madame Bruce pour cette invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir partager deux, trois idées en ce qui concerne un outil pratique à utiliser dans la planification avec vous, qui a été développé par l'OMS et sa branche européenne et un groupe HEPA Europe, Health Enhancing Physical Activity Europe, qui était à la base l'initiateur de ce projet et de ce développement de cet outil. Je remercie également Sonia Kallmeier pour l'utilisation de certains de ces clichés afin de vous faire part de comment ça marche et comment ça peut être utile. Alors, trois raisons pour promouvoir la mobilité active. Je ne vous cache pas des secrets ici. Promouvoir la santé, diminuer les maladies non transmissibles, augmenter la résilience urbaine, changement climatique, pandémie, etc. Et contribuer à protéger la planète en réduisant les émissions de CO2. Alors, pour atteindre les recommandations d'activité physique de l'OMS, par la marche ou le vélo, si on le fait, disons, une revue récente montre que là, il y a quand même un potentiel assez important avec des chiffres qui vont jusqu'à 10% de diminution de mortalité précoce. Donc, effectivement, on voit là qu'il y a un intérêt à faire des efforts pour essayer d'augmenter la part de la marche ou le vélo dans les déplacements au quotidien. Alors, il y a souvent, bien sûr, des questions en ce qui concerne, mais quel est le poids des bénéfices versus les risques? Parce que, oui, pollution de l'air, on respire plus en circulant avec un vélo, par exemple, dans la circulation. Alors, ici, quelques données récentes d'une analyse de différentes études qui montrent bel et bien, vous voyez en gris, en dessous de la ligne 0, les quelques risques effectivement associés et identifiés
par le vélo et la marche, mais vous voyez aussi que la grande majorité, c'est vers le haut, vers les gris, avec donc une médiane de rapport bénéfice-risque de 9 sur 1. Donc, clairement, ça vaut la peine de promouvoir la marche et les vélos aussi en milieu urbain, en prenant en compte ces risques de pollution, d'accidents, de choses comme ça. Alors, même aujourd'hui, hein, on vient de sortir un peu de cette histoire de pandémie Covid. Là, de nouveau, on a découvert encore une bonne raison pour promouvoir le déplacement à pied et avec un vélo, parce que ça permet une distanciation physique un peu plus simple. En plus, ça augmente la forme physique, qui a été de façon avérée identifiée comme un risque de complications, d'infections avec le virus. Puis en plus, c'est hautement réalisable, étant donné qu'en milieu urbain, 50% des déplacements en voiture sont inférieurs à 5 km, donc clairement quelque chose qu'on peut faire avec un vélo ou à pied. Alors, c'est quoi les HIIT? Les HIIT, c'est un outil qui est disponible gratuitement en ligne à cette adresse, heatwalkingcycling.org, qui a été développé pour la planification du transport, de l'urbanisme, pour permettre une évaluation économique des bénéfices santé de la marche et du vélo. Alors, ça prend en compte seulement les effets sur la mortalité, j'en dirai un mot dans un instant plus en détail. Cette méthode, donc gratuitement disponible en ligne, avec méthode expliquée, un guide utilisateur. Donc voilà, c'est disponible comme ça à tout et chacun. Alors les principes de base sont lesquels? D'abord, robustesse scientifique. C'est vraiment quelque chose qui est solidement ancré dans de l'évidence scientifique. Ça se base vraiment sur des données avérées et vérifié par la science. Donc, on peut se fier à ce qui concerne la façon que ça fonctionne et les données qui sont utilisées. Deuxième principe de base, il faut un niveau d'utilisabilité qui est excellente. Donc, exigence minimale en matière de saisie de données. Vous allez voir, hein, dans sa forme de base, on n'a que besoin de 2 données et puis on peut déjà obtenir des résultats. Une intégration des valeurs par défaut. Alors, actuellement, c'est tout à fait fait. La version 5 est maintenant valable au niveau mondial, c'est-à-dire pour chaque pays et beaucoup de villes aussi dans les différents pays. Les valeurs par défaut ont été entrées, de nouveau extraites de données fiables, soit de la littérature scientifique ou d'autres sources. La clarté des invités et des questions posées, aussi bien évidemment très important, et la conception et le flux de l'outil, vous pourriez le vérifier vous-même, a été réfléchi, mis en place de façon réfléchie et optimalisée. Une grande transparence, c'est-à-dire que l'approche et les hypothèses sont clairement là, il n'y a pas de secret, ce n'est pas une boîte noire du tout, tout est clairement annoncé. Et l'approche est plutôt conservatrice, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur le côté, disons, conservateur, et on peut interpréter le résultat en étant des estimations, des modélisations plutôt conservatrices. Donc, la réalité est toujours meilleure de ce que dira l'outil. Ensuite, c'est un outil adaptable, modulaire, qui continue aussi d'être développé. Alors, pour faire quoi? Alors, on peut évaluer les niveaux actuels ou passés de la pratique de la marche et du vélo et obtenir une valeur économique, une épargne à la santé de la marche et du vélo dans une ville, une région ou un pays. On peut aussi évaluer les changements dans le temps. Par exemple, on impose un changement dans l'urbanisme, puis ensuite on fait une mesure avant, puis ensuite après, et puis ensuite on peut interpréter ce que ça a été comme effet. Ça induit quoi comme effet en ce qui concerne la marche et les vélos et la valeur économique de ce changement, dans un sens ou dans un autre.
Et puis, on peut aussi évaluer des projets nouveaux ou existants, donc modéliser un tout petit peu ce qu'on souhaite faire dans l'avenir, par exemple, des pistes cyclables, et puis avec un certain objectif d'augmenter le choix modal avec un vélo de X% et Y%. Et puis, de nouveau, on peut faire des projections à ce que ça implique ensuite dans l'avenir en ce qui concerne l'épargne à la santé en euros. Alors, la question qu'on pose avec l'outil est très simple. Si X personnes marchent ou font du vélo une quantité Y, la plupart du jour, quelle est la valeur économique, les avantages pour la santé qui résultent de la réduction de la mortalité due à leur activité physique supplémentaire? Finalement, c'est que ça que fait l'outil. Donc, vous voyez, c'est assez simple, mais ça permet aussi, de façon très simple, à des responsables de planification, d'urbanisme, des choses comme ça, à utiliser l'outil pour avoir ensuite des données en main qui permettent d'argumenter en faveur de certains projets. Aujourd'hui, HEAT, comme je le disais, continue d'être développé et adapté. Et deux nouveaux modules font partie maintenant de l'outil. Également la pollution atmosphérique, donc un changement de part modale voiture vers le vélo amène aussi un avantage en ce qui concerne la pollution atmosphérique. Et ça, on peut le quantifier maintenant en ce qui concerne la mortalité. Et également le côté CO2. Le choix modal voiture vers la marche a également à la clé une épargne CO2, et là aussi on peut maintenant le quantifier. Alors le flux du travail de l'outil, ici montré de façon simplifiée simplement pour vous illustrer la façon que ça marche. Donc il faut bien sûr formuler la question que vous voulez faire. En fonction de ce que vous voulez faire, vous entrez des données qui peuvent ensuite être ajustés selon certains critères. Je donnerai quelques détails dans un instant. Ensuite, il y a des calculs avec ces paramètres, ajustements et les données, qui ensuite peuvent être traduits en bénéfices de l'activité physique, risque pollution de l'air, risque d'accident et CO2. Finalement, le tout est quantifié sur l'impact mortalité, est-ce qu'il y a plus ou moins de mortalité, et émissions CO2, finalement, tout cela permet d'être monétisé d'une manière que je vous expliquerai dans un instant. Dans les paramètres de calcul, il y a beaucoup de valeurs par défaut, mais on peut toujours modifier ces valeurs s'il y a une bonne raison de penser que la valeur par défaut n'est pas adaptée à votre environnement, vous pouvez toujours le changer. Et il y a aussi d'autres valeurs de base qui peuvent être modifiées s'il y a des bonnes raisons pour le faire. Mais au début, il n'y a que seulement deux valeurs d'entrée qui sont nécessaires. C'est la population, il s'agit de combien de personnes, et de minutes ou de pourcentage de déplacement avec un vélo ou à pied. Donc, que vous voulez évaluer, par exemple la marche et ou le vélo, on peut faire le choix, les impacts, activité physique, pollution atmosphérique, risque d'accident, émissions de carbone, mode motorisé, et échelle temporelle et spatiale. Ensuite, les données d'entrée, volume de déplacement, durée, distance, le nombre de déplacements, les étapes, la fréquence, la part modale, le transfert et, très important, la taille de la population. Ensuite, toutes ces données peuvent être ajustées. Encore une fois, il y a une souplesse importante qui a été programmée dans cet outil. Si vous avez des bonnes raisons de vouloir ajuster certaines données, vous pouvez sans autre le faire. Les paramètres de calcul que je viens de détailler. Et puis ensuite, les bénéfices de l'activité physique sur la mortalité, c'est simplement un calcul où on fait le rapport entre le volume local du mode actif, à pied ou vélo, sur une valeur de référence de ce mode actif, multiplié par le risque relatif, donc le risque de diminution de la mortalité en fonction du degré de faire du vélo ou la marche à pied. La pollution de l'air,
c'est de nouveau simplement un risque relatif qui est pris en compte avec une exposition des personnes qui sont actives avec un vélo qui font de la marche sur une valeur de référence. Le risque d'accident est également un rapport où on prend en compte le risque spécifique pour le pays, parfois aussi spécifique pour la ville, selon les données à disposition. Et finalement, le CO2, là de nouveau, sur la base de données qui existent en ce qui concerne les différences de déplacements motorisés par rapport à des déplacements actifs à pied ou avec un vélo. Finalement, le tout avec à la clé donc les réductions de mortalité et émissions de CO2 suite à un changement par modal vers le vélo ou la marche, agrégé, spécifié, et finalement la monétisation qui est exprimée selon la valeur de la vie statistique ou le coût social du carbone, deux valeurs qui existent, que les économistes nous fournissent, qui nous permettent ensuite de quantifier le tout en euros. Encore une fois, au début, seulement deux valeurs nécessaires. On peut ensuite ajuster d'autres valeurs, mais on n'a besoin que de deux valeurs pour commencer déjà à avoir des résultats. Le succès des HIT commence à se voir. Le site web du projet maintenant a été visité 1 million de fois depuis le début du projet en 2011. La diversité des applications est probablement la raison pour cela. Il y a déjà 30 publications scientifiques qui utilisent l'outil. Et surtout, ces dernières 2 années, on voit aussi qu'au niveau mondial, il y a un intérêt important. Par exemple, en Chine, il y a un intérêt important également au Brésil, qui montre que cet outil commence à se distribuer et être utilisé partout dans le monde pour essayer d'aider la planification urbaine en ce qui concerne des environnements propices pour l'activité physique. C'est un projet collaboratif, donc il y a beaucoup de monde qui a participé à ce projet et continue de participer dans ce projet, avec beaucoup d'expertise, bien sûr, qui sont nécessaires, qui se trouvent derrière, et qui a permis finalement d'avoir cet outil simple dans l'utilisation, mais quand même bien ancré dans l'évidence. Alors, moi, je me suis amusé hier, simplement pour vite faire un petit exemple. Quels seraient les effets santé CO2 si la population adulte d'Avignon faisait du vélo en moyenne pendant 10 minutes par jour? Bon, si je connais un tout petit peu la situation actuelle, je pense qu'on n'y est pas encore, mais on y sera peut-être un jour. Mais avec cet outil en ligne, vous pouvez très rapidement avoir déjà une idée de ce que ça ferait. Alors, résumé sur les impacts sur la mortalité. Alors, sur une calculation basée sur la population adulte d'aujourd'hui, il y aurait presque 9 décès prématurés évités par année, donc sur 10 ans, 87. Et la valeur économique de cela, alors en utilisant cette valeur de vie statistique, qui est en France un peu plus que 3 millions d'euros, ça ferait quand même une petite somme intéressante en ce qui concerne l'impact économique, donc épargne à la santé pour la communauté intéressante. En prenant ensuite, l'outil permet également cela, l'inflation en compte, en partant de la valeur 2021, c'est bien sûr un tout petit peu moins, mais toujours très intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir ces chiffres? Parce que ça permet ensuite de chercher et à contrebalancer parfois les arguments qui sont amenés comme quoi ça coûte cher. Oui, bien évidemment, ces adaptations du milieu urbain pour l'adapter, pour augmenter la part modale à pied ou vélo, bien sûr que ça coûte quelque chose, mais il ne faut pas oublier que sur le long terme, ça rapporte de façon importante à la collectivité. Et puis, il faut balancer ces deux chiffres, bien évidemment. Alors, la simplicité, c'est la complexité résolue, disait Constantin Brancusi.
Les HIT, c'est clairement un exemple de cela. C'est un outil solide, ancré dans l'évidence scientifique, produit par des scientifiques avec connaissance des causes, mais qui est à la portée de tout et chacun. En suivant les instructions en ligne, on peut rapidement obtenir des chiffres intéressants pour la planification urbaine. Alors, il y a quelque temps, j'ai accompagné une étudiante dans son travail de master à l'Université de Lausanne, et on a estimé l'impact économique des effets sur la santé des interventions affectant la marche et le vélo dans ce milieu urbain, qui est un milieu urbain un peu spécial, parce que c'est un milieu urbain assez vertical, c'est une ville avec plusieurs centaines de mètres de déclivité, et donc un endroit intéressant pour sentir un tout petit peu les effets marche et vélo, étant donné que faire du vélo à Lausanne, c'est pas aussi simple. Alors, année de référence 2015, collaboration avec plusieurs partenaires. Je vous recommande également de faire ces analyses avec des contacts divers et variés pour avoir l'input nécessaire pour des données de qualité, pour obtenir des données obtenues par HIT également de qualité, et un petit financement pour aider le tout. Les questions étudiées, c'est que quels sont les bénéfices économiques des effets sanitaires grâce à la pratique de la marche et du vélo estimés par l'outil HIT pour la ville de Lausanne entre 2000 à 2015, donc un exemple d'analyse du temps passé. Ensuite, quels seront les bénéfices économiques et le futur. Donc, on a voulu aussi faire une modélisation d'une augmentation de la part modale de la pratique du vélo de 3 à 5%. Quel en serait ensuite l'effet, étant donné qu'il fallait investir 16 millions de francs suisses pour essayer d'augmenter cette part modale. Et finalement, on a aussi tenté une micro-analyse. Il y avait juste une bande cyclable à un certain endroit, et on a voulu savoir, mais finalement, qu'est-ce que ça amène? Est-ce qu'avec un comptage des passages de vélo, on peut avoir une idée de ce que c'est finalement le côté bénéfique de ce changement du tissu urbain? Alors, les réponses obtenues, c'est qu'on a quand même évité 183 décès sur 15 ans, avec la marche. Donc, c'était un bénéfice de 70 millions d'euros pour la population lausannoise, donc intéressant. Le vélo, étant donné que la part modale est très faible, c'était un peu moins, mais toujours très intéressant. Si on ne change pas la pratique vélo par modale de juste quelques pourcents, ça permet quand même d'éviter 17 décès prématurés et une épargne de un peu plus que 10 millions d'euros sur les 10 années à venir. Si par contre on augmente la part modale vers 3%, on peut augmenter cette épargne de façon importante. Et finalement, cette micro-analyse des bénéfices sanitaires, donc juste une bande cyclable le long d'une voie ferrée, ça a démontré un bénéfice de 2 millions d'euros sur 5 ans, ce qui a permis ensuite de contrebalancer l'investissement qui était nécessaire pour la mise en place de cette bande cyclable. Alors, comment ça marche? Il faut aller sur le site hitwalkingcycling.org. Vous voyez ensuite une interface avec plein d'explications. Il y a des liens vers des guides, chaque fois des choses qui nous informent de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec l'outil. On peut ensuite commencer à utiliser l'outil avec chaque fois des explications. Comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et finalement, l'explication des 5 pas. Donc, il faut définir ce qu'on souhaite faire, ensuite amener les données pour permettre les calculs, ajuster également ces données si nécessaire, revoir le tout avant de lancer le calcul puis obtenir les résultats.
Alors, par exemple, pour Lausanne, on peut faire le choix d'analyser la marche. Alors, voilà, c'est au début, on choisit la marche, le vélo ou les deux. Ensuite, est-ce qu'on veut faire une analyse sur le niveau du pays, de la ville ou un quartier? Alors ici, on choisit Lausanne, en Suisse. Ensuite, quelle année de référence? Est-ce qu'on veut faire une comparaison entre 2 années, par exemple, two cases, donc 2 cas, l'année 2000 et l'année 2015, et puis ensuite avoir une idée donc sur les effets sur ces 15 ans. Les effets d'activité physique, on pourrait aussi ajuster et ajouter la pollution de l'air et les émissions de CO2. Ici, dans l'exemple, uniquement l'activité physique. Ensuite, les minutes d'activité physique. Alors là, on a entré une valeur obtenue par des enquêtes. Et puis ensuite, il faut aussi entrer la taille de la population adulte entre 20 et 74 années dans cet exemple. Et là, de nouveau, c'est une donnée qui peut être obtenue auprès de la municipalité. Avec ces données, ensuite, on peut ajuster. Donc, pour certains critères, il y a des possibilités d'ajuster s'il y a des bonnes raisons de faire attention, comme quoi c'est peut-être pas tout à fait valable dans un environnement X ou Y. Ensuite, on va monétiser ces paramètres en ajustant pour l'inflation, des choses comme ça. Ensuite, encore un endroit où on peut, de façon réfléchie, si on souhaite éditer des valeurs de base, tout ce qui est en vert ici, c'est des données que nous, on peut ensuite encore changer s'il y a des bonnes raisons de le faire. Par exemple, ici, la valeur statistique d'une vie en Suisse, 6 millions de francs ou d'euros dans cet exemple, on peut l'ajuster s'il y a des bonnes raisons de le faire parce que la valeur a par exemple changé. Et finalement, les résultats qui sont donnés de façon très simple sur un écran, et on peut ensuite encore obtenir des résultats plus en détail en demandant d'exporter les données. Comme ça, on peut voir dans un fichier CSV très simple tout ce qui a été fait, tout ce qui a été calculé, pour ensuite vraiment avoir une vue en détail de ce que l'outil a apporté. Or, les forces de l'outil, c'est encore une fois sa robustesse, c'est vraiment solidement ancré dans de l'évidence scientifique. On peut se fier à la science qui est derrière. C'est très simple à utiliser et ça permet de calculer des effets obtenus, des retours sur l'investissement, mais également de projeter les effets futurs espérés quand on change un environnement construit pour promouvoir les mobilités actives. Ça nous permet d'avoir des idées en ce qui concerne ce que seront les épargnes futures en ce qui concerne le coût de la santé. Alors, une faiblesse, c'est qu'il y a un besoin de données fiables. Les données qu'on entre doivent être fiables. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut être conscient que les données qu'on rentre dans l'outil, que nous, on entre dans l'outil, il faut vraiment qu'elles soient bien fiables. Ensuite, c'est uniquement basé sur la mortalité. Donc, la morbidité, la présence de maladies chroniques est non incluse. Donc, ça sous-estime finalement les effets bénéfiques parce que uniquement basé sur la mortalité. Pourquoi? C'est parce que la mortalité, les données mortalité sont beaucoup plus solides que les données morbidité. C'est beaucoup plus compliqué. Peut-être un jour, l'outil permettra de faire également des calculs côté morbidité, mais pour le moment, la science derrière n'est pas encore suffisamment solide en ce qui concerne la quantification des effets pour l'inclure. Et finalement, il y a une donnée qui est difficile à appréhender, c'est la valeur statistique d'une vie. C'est une valeur qui est calculée par des économistes et qui représente ce qu'une collectivité, un pays, une ville attribue à une vie humaine. C'est des données, par exemple,
voilà, on a des hôpitaux, on a des ambulances, il y a des assurances, il y a plein de choses qui permettent d'avoir une idée de ce qu'on donne comme valeur à une vie dans un environnement donné. Alors, c'est une donnée un tout petit peu difficile à appréhender. Pourquoi une vie aux USA, c'est 10 millions de dollars, c'est 6 millions de francs suisses à Lausanne, c'est 3 millions d'euros en France. C'est un peu difficile à apprendre. Pourtant, c'est une valeur réelle économique qui permet donc de quantifier un tout petit peu tout cela. Alors, en conclusion, HIT, c'est gratuit, donc vous pouvez y accéder sans payer quoi que ce soit. Ça marche, ce n'est pas sorcier, c'est robuste, ça permet d'obtenir des données quantifiées, ça peut être utilisé par des acteurs publics et ça permet d'alimenter le débat avec des chiffres en ce qui concerne les effets santé, mortalité, d'un changement dans le milieu urbain. Pour les intéressés, le travail de master de Noémie Schurman est en français. Donc voilà, toutes les explications en français sont disponibles dans ce travail. Vous pouvez les trouver sans payer quoi que ce soit sur un serveur à l'Université de Lausanne. Et finalement, l'outil qui est en ligne, le HIT Walking Cycling, je vous invite d'y jeter un coup d'œil. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vais arrêter le partage. Et s'il y a des questions, je répondrai volontiers si je peux. Merci, Monsieur Kaiser. Effectivement, il y a quelques questions dans le chat. Alors, pour vous informer qu'effectivement, l'outil est en anglais, mais comme je le disais, il y a la possibilité de le traduire directement sur Google. Vous avez un petit onglet en fait qui permet cette traduction assez facilement. Alors, une question très simple, Monsieur Kaiser. Est-ce que cet outil peut être utilisé à l'échelle d'un territoire rural ou est-ce que c'est uniquement adapté à la ville? En principe, c'est vraiment pensé pour la ville et voire le pays. Déjà, l'utilisation pour un quartier aura des limites. Alors, pour l'utilisation au niveau rural, le bassin de personnes inclus va être moindre et on aura un tout petit peu plus de peine à obtenir des données vraiment, disons, solides. Néanmoins, on peut tout à fait le faire. Hein, si on a un environnement rural, je ne sais pas, qui est distribué sur un territoire relativement large, mais qui compte finalement, disons, 50 000 personnes, quelque chose comme ça, donc un environnement un peu plus large. Et puis, on arrive à obtenir des données fiables en ce qui concerne les choix modaux de déplacement et éventuellement changement vers le vélo ou la marche. Oui, on peut commencer à faire des calculs. Très bien, merci. Une autre question par rapport aux impacts économiques. Il y avait une question sur le fait, est-ce que ces calculs, finalement, n'étaient qu'à destination des dépenses liées à la santé ou est-ce que ça incluait d'autres dépenses, en fait? Alors, je ne sais pas si la question est très claire. Alors, la première sortie de l'outil HIT, c'est vraiment côté santé et la valeur d'une vie. Parce qu'encore une fois, c'est uniquement la mortalité qui est monétisée, pas la morbidité. Et ça concerne donc la santé directement. Mais maintenant, il y a également ce module CO2. Et là, on peut tout de suite voir le lien avec d'autres concepts. La valeur du CO2, aujourd'hui, elle est également monétisée, hein, CO2 avec des valeurs utilisées sur le marché. Et là, on épargne CO2 en lien avec la transition énergétique est également donc monétisée. Il y a un lien, bien sûr, nouveau vers la santé, mais ça montre que l'outil va au-delà de uniquement la santé directe des personnes concernées dans un bassin urbain donné. Merci. Monsieur Coulon, je vous laisse la parole puisque vous avez levé la main.
Alors, on ne vous entend pas encore. Toujours pas. Oui, Est-ce là, que ça vous doit être bon. m'entendez là? Oui, oui. Bonjour. Ok, bonjour à tous. Non, je voulais je suis désolé, j'ai un retour dans le casque, juste une seconde. Voilà, excusez-moi. Je voulais simplement vous remercier donc pour l'organisation de cette réunion et enfin vous indiquer que pour l'ARS PACA aussi ce sujet air et transport et santé publique, c'est un sujet d'intérêt pour nous que l'on essaie de soutenir dans le cadre d'ailleurs de la promotion de l'urbanisme favorable à la santé et qu'on a initié donc une expérimentation en région sud. Alors c'était pas sur le territoire d'Avignon ni du 84, c'était plutôt sur la façade littorale, avec l'utilisation de HIT, dont on a pu récupérer et publier les résultats en début 2022. On vous les fera passer. Vous indiquez également que c'est l'utilisation de HIT, un des sujets qui est ouvert dans les objectifs de l'appel à projet santé-environnement. Alors, celui de cette année vient de se clôturer, mais j'invite les participants qui souhaiteraient développer ce type d'initiative à s'intéresser à l'appel à projet de l'année prochaine, en fait, puisqu'il sera probablement reconduit et que c'est un sujet que nous, on souhaite soutenir et on est prêt à accompagner les acteurs qui sont intéressés par l'utilisation, l'expérimentation de cet outil sur vos territoires. Et également, on essaie de développer le lien avec les autres partenaires qui peuvent fournir de la donnée solide, que ce soit le CEREMA, que ce soit l'Adréal. Et ben voilà, c'est les principaux points que je voulais mettre en avant. Et on va essayer également d'organiser un séminaire sur cette question des mobilités actives et des bénéfices sanitaires au cours de l'année 2023. Voilà, je suis désolé, j'ai un petit souci de son. Merci beaucoup. Justement, peut-être que vous pouvez répondre à la question, Monsieur Coulon, par rapport à si des communes, notamment sur un territoire rural, mais avec quand même de nombreux habitants, s'ils souhaitent le mettre en place, par qui ils pourraient être accompagnés? Alors, on a, comme je vous l'ai dit, c'était une expérimentation. Donc, on a été accompagné par un bureau d'études. Je ne saurais pas sur un territoire rural vous orienter vers quelqu'un parce qu'il y a des limites méthodologiques qui ont été présentées donc, par le professeur Kaiser et je ne suis pas sûr que pour démarrer, ce soit le plus évident. Ok, alors on va essayer de pouvoir répondre à cette question et d'en informer les personnes présentes. Voilà, on va se renseigner. Une dernière question avant de clôturer ce petit webinaire par rapport en fait à ce bénéfice finalement de vie, on va dire sauvée, hein, épargnée. Il y avait une question sur le fait vraiment en quoi le fait de limiter un décès prématuré pouvait faire des économies, sachant que bah oui, on a des assurances, on a l'industrie pharmaceutique, on a des professionnels de santé. Alors moi, je voudrais simplement apporter une petite réponse par rapport à ça, puisqu'en fait, toute personne qui décède ou même malade, hein, finalement, c'est un réel coût pour la société, puisque notamment en France, nous sommes véritablement pris en charge par l'ensemble de la société. Mais peut-être, Monsieur Kaiser, vous voudriez apporter une autre réponse par rapport à cette question? C'est compliqué parce que, bien évidemment, la vie a un coût, hein, et on pourrait aussi commencer avec le constat simple que la vie, c'est un risque mortel. Hein. Mais c'est comment s'annonce et quand s'annonce cette fin de vie. Disons, pour la collectivité, ce qui est le mieux, c'est une vie pleine, productive, avec une compression de la morbidité vers la fin de la vie sur une période courte. Ça, c'est de façon simple, disons, l'optimal. Ainsi, la personne peut, jusqu'à la fin de ses jours, contribuer à la collectivité avec son savoir-faire, etc. Alors, le problème, c'est que
pour quantifier ensuite une vie malade, raccourcie, c'est assez compliqué d'avoir des données vraiment fiables, vraiment bonnes. C'est pour ça que la décision a été prise par les développeurs de HEAT de extraire un élément simple qui est quantifiable, dont on connaît les détails, les données, et c'est la mortalité précoce en lien avec un certain comportement. Parce que là, les données sont claires, c'est une activité physique plus importante, sous forme de vélo, de marche, activité physique et sportive ou autre, ben, ça amène une amélioration de la durée de vie active. Et donc, voilà, on peut ensuite quantifier de ce que ça représente comme effet sur la longueur, sur une période de temps, en ce qui concerne la mortalité. Ensuite, comment monétiser cela? Là, de nouveau, ben, on a besoin d'une donnée qui est bien quantifiée, qui est solide, qu'on peut vraiment argumenter avec des données, disons, quantifiées. Ben, c'est la valeur statistique d'une vie. C'est une valeur qui est acceptée par les économistes d'un pays, qui est extrait finalement de quel est l'effort de la collectivité pour protéger une vie. Et ça permet ensuite donc de monétiser un épargne sur la mortalité. Donc oui, dans un sens, on pourrait dire oui, mais c'est assez simpliste. Oui, on veut bien. Mais c'est solide, c'est-à-dire que c'est ensuite des données auxquelles on peut vraiment se fier. C'est une véritable épargne à la collectivité si on épargne un certain nombre de vies à travers une activité physique plus importante par la marche et le vélo. On aimerait bien sûr aussi avoir des données sur la qualité de vie, sur la morbidité, sur les dernières années, etc. de la vie. C'est beaucoup plus compliqué. Peut-être un jour, HEAT pourra intégrer ces éléments, mais pour le moment, les données suffisamment solides, donc indiscutables, manquent pour le faire. Merci beaucoup, Monsieur Kaiser. Alors oui, effectivement, hein, on redonne du sens vraiment à cet outil qui est finalement un outil d'argumentaire pour mettre en place voilà, les mobilités actives, les soutenir et vraiment inscrire dans les documents de planification et dans les projets ces itinéraires pour promouvoir toute cette mobilité qui va effectivement améliorer non seulement finalement les finances, mais aussi l'état de santé, hein, en plus du cadre de vie des habitants de chaque commune. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment retenir de ce séminaire, hein, se servir de cet outil pour mieux convaincre, pour mieux donner du sens aussi, aussi bien sur l'aspect social, environnemental et économique. Merci beaucoup, Monsieur Kaiser. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne matinée et je reste à votre disposition pour toute autre question, à savoir que les documents, bien sûr, seront mis en ligne sur notre site Internet.